Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Sergueï Girnov. Bonsoir, vous êtes ex-officier supérieur du KGB, c'est commandant, si j'ai bien compris. C'est ça. Vincent Herouet, journaliste Europe 1. Bonsoir, mon cher Vincent, spécialiste des questions internationales. Julien Drey, bonsoir, membre du Conseil national du Parti socialiste, toujours le cas. Bonsoir. 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 Et j'ai William Godadel, bien évidemment, avocat. Au 13e jour de guerre, l'Ukraine toujours sous le feu des bombes. Le président ukrainien s'adressera au Parlement britannique. Ce sera dans quelques minutes. L'offensive continue, encore et toujours, vous le savez, côté russe. Et Volodymyr Zelensky qui met un peu plus la pression sur les Occidentaux, qui dénonce les couloirs humanitaires mis en place par Moscou. Et puis ce nouveau train de sanctions, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, les États-Unis qui interdisent les importations de pétrole et de gaz russe. On écoute Joe Biden. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont s'attaquer à l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de gaz, de pétrole et d'énergie russe, ce qui veut dire que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains. Et ce sera un autre coup très fort porté à la Russie de Poutine. Cette mesure a un fort soutien bipartisan au Congrès et dans le pays. Il s'agit d'aider le peuple ukrainien et de dire clairement que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. Du Parti socialiste, est-ce que Joe Biden signe le réveil des Américains ? Je sais pas s'ils signent le réveil des Américains, parce qu'ils avaient été bien discrets jusqu'à maintenant, mais c'est clair qu'une étape, c'est une étape nouvelle qui est franchie, qui va avoir un coût pour l'ensemble des peuples américains, européens, sur le coût de l'énergie. C'est-à-dire la logique voudrait désormais qu'il y ait une conférence mondiale sur la gestion de l'ensemble des énergies pour éviter justement que les peuples ne payent toutes les conséquences de cela. Il y a des redistributions à faire, il y a des pays comme le Venezuela, l'Algérie, qui sont visiblement prêts à faire des gestes. Alors c'est évidemment pas facile parce qu'il y avait des tensions notamment avec le Venezuela qui étaient fortes, mais ça prouve aussi l'isolement dans lequel commence à se trouver aujourd'hui Monsieur Poutine. Et c'est pas évident qu'il avait prévu que les choses se passent comme ça. Sergueï Girnov, ex-officier du KGB. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Julien Drey, même s'il était ancien trotskiste et ça c'est un vrai problème pour moi. Le KGB qui l'a mettait en prison. Mais c'est vrai que c'est un coup très important. Il faut bien rappeler. Elle était redoutée, Sergueï Girnov, cette mesure justement par le peuple russe. Cette épée de Damoclès depuis quelques jours et on se doutait que les Américains allaient dégainer les premiers. Pour l'instant, le peuple russe ne va pas ressentir cette mesure. C'est plutôt les oligarques qui vont ressortir et surtout le budget russe. Mais le temps de répercuter sur le peuple, il y a un petit temps qui peut se passer. Puis surtout, Poutine, il possède quand même un matelas de 600 milliards de dollars qui lui permettent d'amortir des coups comme ça. Mais c'est très symbolique parce que les États-Unis font quand même un grand effort sur eux-mêmes, parce qu'il faut bien rappeler que même s'ils produisent énormément de pétrole, ce pétrole russe lourd remplaçait déjà le pétrole vénézuélien qui n'était plus accessible aux Américains à cause des sanctions précédentes du temps de Biden. Et ce pétrole ne peut être utilisé que pour la production des mazoutes. Et aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc pour eux, c'est une vraie perte et c'est un casse-tête. Donc du coup, peut-être ils feront marche arrière par rapport à la Venezuela. Vincent Herouet d'Europe 1, est-ce que c'est un coup de nature à faire reculer le président Poutine ou au contraire l'énerver encore un peu plus ? À cet instant de la partie, on peut pas imaginer qu'il recule. D'ailleurs, les Américains sont absolument convaincus que la partie va durer très longtemps, que le conflit va se prolonger, qu'on est vraiment qu'au tout début des opérations militaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur une ligne de crête qui est compliquée, parce qu'ils veulent à la fois soutenir les Ukrainiens et pas simplement avec des propos avec une forme d'empathie vers bavarde, comme on le voit en Europe. Ils mettent sur la table 10 milliards de dollars d'aide humanitaire, économique, militaire. Ils ont fourni déjà beaucoup d'armements, plusieurs centaines de millions d'armements depuis 15 jours, avec notamment des missiles Javelin qui ont visiblement été efficaces. Donc il y a une aide américaine importante quand même, un soutien américain important à l'armée ukrainienne. Il l'a rappelé un peu. Mais il y a une ligne rouge qui est évidemment de ne pas se laisser embarquer dans une confrontation entre les deux puissances et
la hantise d'une troisième guerre mondiale qui surviendrait comme ça de proche en proche par accident, elle est bien réelle et elle est en permanence dans l'esprit des responsables américains. Donc l'arme des sanctions, qui sont de plus en plus dures et qui vont être effectivement aussi douloureuses pour nous, est une arme qu'ils utilisent parmi d'autres. Oui. Embargo annoncé des Américains, maître J. William Gonadel, l'embargo annoncé également de la part des Britanniques. Est-ce que l'Union européenne va pouvoir suivre ? C'est pas la même chose. Hein. Je ne veux pas minimiser l'effort américain, mais enfin le pétrole américain. Le pétrole américain, il est là. Hein. Il est au Texas, il est en Alaska, il y a le gaz de schiste, il l'importe du Proche-Orient. Ils peuvent se passer des Russes. Hein. C'est pas pareil en Europe, compte tenu de l'impéritie française du nucléaire, quand on ferme Fessenheim, sans parler des Russes, qui sont retournés dans l'âge du charbon. Là, en ce qui concerne l'Europe, ça va être une autre paire de manches, et je ne sais pas très bien comment on va faire, hein, parce que forcément, et comme le dit Vincent, la guerre va durer, et l'enthousiasme parfaitement compréhensible et légitime pour le peuple ukrainien agressé va forcément diminuer. Et le froid sera toujours là. Donc, j'apprécie ce que fait Biden, mais j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à vous dire le vrai, j'ai beaucoup de mal à partager l'engouement définitif pour l'Europe, la nouvelle Europe unie. Parce que la nouvelle Europe unie, on verra comment elle sera unie encore dans quelques mois avec les Allemands, premièrement. Et deuxièmement, avant qu'il y ait une armée européenne, il se passera des lustres. Donc, alors justement, je viendrai pour compléter ce que dit maître Golnadel. Est-ce que cette Union européenne, elle peut se fissurer sur ce dossier, sur cet embargo concernant les hydrocarbures russes ? Moi, je crois pas. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose et on voit les décisions des parlements, des gouvernements. On est même surpris par des pays qui jusqu'à maintenant ne s'étaient pas engagés. Je pense par exemple à la Finlande, je pense au Danemark. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose qu'avait, d'après moi d'ailleurs, totalement sous-estimé. La Bulgarie a dit que c'est pas possible déjà. Hein. Bon, c'est le seul pays pour l'instant. Je m'excuse, qui avait, d'après moi, totalement sous-estimé M. Poutine. Je ne croyais pas qu'il s'attendait pas à un front aussi important. Et je pense que ça va avoir des conséquences, y compris en Russie. Parce qu'il commence à y avoir des éléments d'information qui montrent qu'un certain nombre de hiérarques commencent discrètement à dire c'était une erreur. On s'est trompé et les rumeurs commencent à s'installer. Et l'information, elle remonte comment, je viendrai en Russie, sachant qu'ils ont plus Facebook, ils ont plus les réseaux sociaux. Il y a des canaux de discussion qui existent toujours, y compris parce que ce sont des canaux historiques. Je peux vous le dire, il y a eu des conflits dans lesquels on a discuté avec les Russes, un certain nombre d'entre nous. Je pense notamment au moment de ce qui se passait en Syrie. Donc il y a forcément des contacts et la tonalité des contacts. Des SMS ou des échanges ou de ceux qui on voit qu'il est en train de se passer quelque chose. Il y a un agacement d'une partie de ceux qui jusqu'à maintenant menaient ces discussions, qui montrent que c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que la fermeté est nécessaire, et y compris par rapport aux questions qu'on se posait hier, que moi-même je me suis posé ici à cette antenne, on commence à avoir des réponses. Le choix qu'a fait M. Poutine, c'est désormais le choix de détruire. Ouais. Parce que il y a eu une hésitation ce week-end, on savait pas bien. Maintenant, le choix qui est fait, c'est le choix de détruire, c'est le choix de Grozny, c'est le choix d'Alep, et ça va être terrible. Et le problème, c'est ça qui va, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Gilles William ne fait pas confiance, et il a peut-être raison, mais le choix qu'a fait l'Ukraine, c'est le choix de la guerre des partisans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une confrontation directe militaire, puisqu'on se posait la question où est passée l'armée ukrainienne. Ils ont mélangé une partie de leur armée avec des partisans civils. Et donc, ils font la guerre des partisans dans les villes. Ça, les Russes, ils savent ce que c'est. Ils savent le prix à payer. Encore une fois, ce qui me gêne, c'est le triomphalisme un peu européen. J'en accepte volontiers l'augure, mais je reste sceptique. Mais pour apporter un peu de l'eau au moulin de mon voisin de gauche, je veux dire, il y a eu un signal qui m'a intrigué hier, c'est la démission du vice-ministre de la Défense bélarusse. C'est pas tous les jours que ça arrive, ça. En pleine guerre. Donc, il est possible on ne sait jamais, qu'il se passe des choses de ce côté-là qui sont intéressantes. Je ne sais pas. Sur cette remontée d'infos, Sergei Girnov, ex-officier du KGB, Julien Drey du Parti Socialiste en parlait il y a un instant. Comment remontent en ce moment les informations
en Russie, on a l'impression que tout est cadenassé. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il y a toujours des remontées parce que vous avez des canaux diplomatiques qui fonctionnent des deux côtés. Vous avez des diplomates français qui sont à Moscou, vous avez des diplomates russes qui sont à Paris. Donc là, le Quai d'Orsay, il y a des canaux. Vous savez, il y a des personnes qui appellent à la maison. Hein. Il y a les conseillers russes qui peuvent appeler par un directeur au Quai d'Orsay. Il y a aussi tous les services de renseignement. Le problème, c'est le service de renseignement fournit peut-être cette information. Mais vous avez vu M. Narychkine bégayer devant Poutine. Est-ce qu'après, M. Narychkine va lui rapporter cette information qui est remontée? C'est ça le problème. C'est ça le chef du service de renseignement. C'est le service de renseignement. Cette séquence un peu glaçante où on le voit un petit peu bégayer devant lui. C'est pour ça d'ailleurs, souvent dans ces conflits, cette information, elle circule entre, disons, horizontalement. Et verticalement, des fois, c'est difficile de la faire remonter. Bonsoir, Arouette. Deux choses sur d'abord la façon dont l'opinion russe, pour autant qu'il y ait une opinion en Russie d'ailleurs, dont la population saisit ce qui est en train de se passer. Moi, je suis assez sceptique parce que ce dont on parle, des gens qui ont plus ou moins conscience de la gravité des combats, de la résistance de la population, etc., c'est une toute petite frange d'une forme d'élite, une Russie urbanisée. C'est en fait la population qui s'est enrôlée dans les révolutions de couleur ailleurs. Hein. C'est 10% de la population. Mais l'immense majorité de la population, d'abord, elle est légitimiste, elle est légaliste, elle est cocardière, et elle sera derrière le président jusqu'à ce qu'on lui démontre que c'était un traître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à notre sentiment que voilà, les choses sont jouées, que l'armée russe s'est enlisée. Moi, je trouve qu'on est très impatient. On est très impatient parce que visiblement les opérations, c'est un très grand pays. Bon, il faudrait regarder un peu dans l'histoire combien de temps l'armée allemande a mis en partant de Pologne pour dans l'opération Barbarossa pour prendre Kiev. Je crois que c'était quelque chose comme 3 mois. C'est très très long. La guerre, c'est long. La guerre, c'est dur. La guerre, c'est cruel. La guerre, ça coûte horriblement cher. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'étapes. C'est un combat de la volonté. Bon. Donc ça va. Puis alors, le dernier point sur moi la démission du Bélarus, ça m'inspire 2 réflexions. La première, c'est qu'il y a une guerre de l'ombre dont on sait absolument rien, parce que déjà la guerre effective, on n'en voit pas grand-chose, mais alors la guerre de l'ombre, on n'en sait rien. Moi, on a des rumeurs qui remontent, tout ça est invérifiable. Et puis alors la deuxième chose, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était pas dans la préhistoire. 1 400 000 Bélarusses dans la rue. Une véritable révolte, une véritable montée de l'Europe entière au balcon en train d'applaudir. Et puis on a fermé la trappe. Le tyran local a retrouvé des assurances en allant au Kremlin, en allant se soumettre à Poutine. Et on a regardé ailleurs. Et les Bélarusses, pour lesquels on avait eu tellement de sympathie quand ils s'étaient dressés face au tyran ridicule, on les a complètement oublié. C'est pour ça que le pronostic pessimiste que fait Gilles William Goldnadel me paraît assez réaliste. Il y a à craindre que l'Europe, après s'être enthousiasmée pour la résistance ukrainienne, au fil des semaines, ait envie de passer à autre chose. Je suis d'abord, moi je parle pas du peuple russe, je parle de ce qu'est la nomenclatura. Parce que s'il y a un renversement, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé, hein, les liquidations d'un certain nombre de dignitaires. Le coup de palais. Oui, c'est coup de palais. Trotsky, vous croyez qu'il y aura non, je suis pas Trotsky. Trotsky n'était pas pour les coups d'État. Il était pour les révolutions populaires. Mais on refera une discussion là-dessus. Je pense que c'est dans la nomenclatura que les choses se passent. C'est pas dans la population. Souvent. Est-ce que dans la nomenclatura, un certain nombre de hiérarques, y compris de dignitaires militaires, parce que les pertes sont lourdes, y compris dans les hiérarchies, là, c'est pas rien les soldats, les dignitaires militaires qui sont tombés et qui étaient des héros des guerres précédentes, qui ont laissé leur vie, ça a été maintenant confirmé. Et par ailleurs, toutes les informations qu'on a maintenant qui commencent à arriver, y compris de ceux de vos amis correspondants, les militaires russes qui sont sur le terrain, ils ont pas un moral d'acier, hein. Loin de là, hein.
Que le FSB vous entende, hein. Non, c'est pas le FSB. Non, le FSB, c'est pas ça. C'est une analyse. Je pense d'ailleurs que, vraisemblablement, la question qui est posée, y compris pour les Ukrainiens, c'est de s'adresser aux soldats, comme on l'a fait dans d'autres périodes, soldats russes, en leur disant, on ne vous fait pas la guerre. C'est Poutine qui vous a mis dans cette situation. Vous n'êtes pas nos ennemis. Allez, vous restez avec nous tous les quatre. Une courte pause. On se retrouve juste après sur CNews et sur Europe 1. On partira à quelques kilomètres d'Odessa. Odessa, la prochaine cible stratégique de l'armée russe. À tout de suite. Europe 1 soutient l'agriculture française. Et l'annonceur qui va suivre